Les podcasts de psychoéducation.be vous apportent de l'inspiration et des clés pour une vie plus épanouissante. Je suis Stéphanie de Chatsen, logopède. Je suis Valentine Ancio, psychoéducatrice. Ensemble, nous avons créé psychoéducation.be qui organise des événements dans les domaines de la psychologie et l'éducation. Vous trouverez toutes les infos à ce sujet sur notre site www.psychoéducation.be. Bonne écoute! Bonjour Stéphanie. Bonjour Valentine. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'estime de soi. Alors, qu'est-ce que l'estime de soi ? L'estime de soi, en fait, c'est très simple, c'est la valeur qu'on s'accorde. Est-ce que je m'accorde une valeur supérieure à celle des autres ? Est-ce que je vaux plus que les autres, moins que les autres, pareil que les autres ? Ça, c'est l'estime de soi. Et en fait, avoir une bonne estime de soi, c'est s'estimer à sa juste valeur. Personne ne vaut plus que quelqu'un d'autre et personne ne vaut moins. Tout le monde a des qualités et des défauts, personne n'est parfait. Et quand on a une bonne estime de soi, eh bien, on se connaît bien, on connaît ses qualités, on est capable de les nommer, on n'a pas honte d'avoir des qualités, on les reconnaît, mais on reconnaît aussi qu'on a des faiblesses ou voilà, des traits de caractère qu'on aime moins, on les accepte. Ça veut aussi dire que quand on fait quelque chose, on est toujours satisfait de soi, ou parfois on peut ne pas être satisfait, mais alors c'est parce que vraiment on se dit là j'ai vraiment pas assez travaillé, voilà, j'aurais pu faire mieux, je me connais. En tout cas, on ne se dénigre pas, on choisit des objectifs qui sont à la hauteur de qui on est, donc ni trop peu. Et alors, moi, j'ai envie de te poser une question, Valentine. Est-ce que tu penses qu'on peut avoir une trop bonne estime de soi ? Alors, je ne crois pas, non. Parce que c'est un peu la même chose que se dire, est-ce qu'on peut être en trop bonne santé ? Non. En fait, quand on est en trop bonne santé, c'est qu'on va très bien. Tant mieux. Voilà, tant mieux. Et si on a une trop bonne estime de soi, c'est que, elle est bonne, tout simplement. Mais alors, qu'est-ce que tu penses de celui qui dit « Moi, je sais tout faire, moi, je connais tout, et moi, je suis le meilleur, le plus fort, le plus beau ». Mais qu'il n'a pas une bonne estime de lui. Voilà, c'est ça. Il se croit supérieur aux autres et ça, ce n'est pas juste. Voilà. Donc, son estime, voilà. il ne s'estime pas à sa juste valeur. Exactement. Il se surestime. Tout à fait. Voilà. Et celui qui dit tout le temps « je suis nul, j'y arriverai pas », il se sous-estime. Exactement. Bon, alors Valentine, de quoi est faite cette estime de soi ? Alors l'estime de soi, elle est faite selon un psychologue américain qui s'appelle Risonner, du sentiment de sécurité. Pour commencer, donc le sentiment de sécurité, c'est vraiment tout simple. Il se construit dans l'enfance, quand l'enfant est un petit bébé, qu'il est extrêmement dépendant de son environnement. Et lorsqu'il pleure et qu'on lui donne à manger, ou qu'on lui change sa couche, ou qu'on lui fait un câlin, il intègre progressivement qu'il a une valeur pour autrui. Et c'est son premier gabarit, son premier modèle de relation sociale réussi quand c'est le cas. Évidemment, tous les bébés n'ont pas la chance d'être soignés correctement. Mais donc, un enfant qui est soigné, qui a des bons soins, en tout cas petit, va déjà se sentir en sécurité parce que quand il appelle à l'aide, finalement, on le protège. Donc, c'est ça. C'est de pouvoir se dire, si je suis en danger, si je me sens pas bien, j'ai des ressources à l'extérieur de moi qui me permettent d'être protégé. Et ça lui donne confiance pour grandir. Exactement, tout à fait. Donc ce sentiment de sécurité, s'il y a un mot-clé à retenir, c'est ce mot de protection et c'est ce mot aussi de limite. C'est super important aussi de grandir dans un environnement où on se sent, où il y a des limites, quoi. Des règles. Exactement. Si on sort d'ici et qu'on se dit il n'y a plus de code de la route, aïe, je ne sors pas. Voilà, ou si on le fait parce qu'on n'a pas le choix, on a un sentiment de sécurité qui est complètement abîmé, on est en mode survie, quoi. Et donc, certains enfants dans les cours de récréation, parfois, sont dans cet état-là. Ils arrivent à l'école ou dans la cour de récré avec un sentiment de sécurité qui est abîmé parce qu'ils sont en mode survie. Ils disent soit je vais me faire casser la figure, soit le professeur va m'engueuler, soit je vais rater. Et donc, en fait, ce sentiment de sécurité est tel que c'est impossible pour lui de se mobiliser au niveau cognitif parce que quand on est en insécurité et que le mode survie est activé, eh bien c'est la priorité. Donc c'est super important. C'est la priorité pour le cerveau, c'est ça ? Exactement. Il s'occupe d'abord de ça. Voilà, on ne peut pas faire autrement, exactement. Et donc qu'on soit enfant, ado ou adulte,
de veiller à se sentir en sécurité dans son environnement, c'est ultra, ultra important parce que sans ça, on ne peut pas progresser. Mhm. On ne peut même pas parler d'estime de soi, on en est très loin d'ailleurs. Donc, Ok. Alors tu dis qu'il faut des règles, des limites, et qu'est-ce qui se passe quand un parent ou un professeur, un adulte est trop sévère et met des limites trop strictes? ouais, c'est ça. Trop de coercition peut aussi abîmer ce sentiment de sécurité, en effet. Surtout si elles ne sont pas justifiées, si elles sont trop pas justes, en fait. Mhm. On revient toujours Qu'elles à n'ont pas de sens. Voilà. Donc là, en effet, on n'est plus dans un cadre bienveillant et juste. On est dans ce qu'on appelle la coercition, qui est voilà, des limites qui n'ont pas de sens. Et même nous, en tant qu'adultes, si on a un patron comme ça, qui nous met plein de limites, qui nous refuse tous nos congés, qui dit c'est moi qui décide, toi t'es à moi rien, tu fais ce que je te demande, il n'y a rien à faire. Dans la relation, on va être mal à l'aise, Mhm. on va être stressé, on va être plus sujet au burn-out. L'enfant, c'est la même chose. S'il a trop de limites, on lui dit non, tu peux pas, laisse-toi tôt, fais machin, fais pas ça. Mhm. Si on le tient en laisse, en fait, si on essaie de le contrôler, eh bien, on l'insécurise en fait et on baisse aussi beaucoup son autonomie et ça, c'est très mauvais pour l'estime de soi. Donc tout l'art est de donner aux enfants des limites, comme tu disais, fermes et bienveillantes, mais ni trop ni trop peu. Pas être trop laxiste et pas être trop... Bon, voilà, déjà un bon point de départ pour développer l'estime de soi. Alors quand on se sent en sécurité, alors là, génial, le cerveau est disponible, le cœur est disponible, voilà, tout individu en sécurité est disponible voilà, pour traverser la vie. Et donc, le deuxième axe de l'estime de soi, c'est le sentiment d'appartenance. Ah. Donc, le sentiment d'appartenance, c'est le fait de pouvoir être accepté par un groupe tel qu'on est. Voilà. Donc, on n'a pas besoin de jouer un rôle, on n'a pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Les gens nous apprécient tels que nous sommes, avec nos qualités et nos défauts. Et ça, ça construit super bien, quoi, en fait. Oui, parce qu'on se sent aimable, alors. Si les autres m'acceptent dans le groupe, c'est qu'il y a chez moi des choses agréables et que les autres aiment. Tout à fait. C'est hyper valorisant. Ouais. À fond. Donc c'est vraiment ça, le sentiment d'appartenance. Ils sont super forts aux États-Unis pour développer ça, avec les équipes de football, de l'école, les t-shirts, tout ça, c'est hyper porteur pour le sentiment d'appartenance. Bon, et qu'est-ce qu'on peut faire chez nous en Belgique, puisqu'on n'est pas aux États-Unis? Alors, quel que soit en fait le milieu, que ce soit à l'école, en famille ou en entreprise, il y a plusieurs choses qu'on peut faire, mais c'est sûr que c'est déjà avoir un groupe d'amis, c'est bien commencer en fait, un sentiment d'appartenance, avoir des amis sur qui on peut compter, évidemment ça aide. Dans la famille, ça peut être faire des projets de famille, ça peut être des vacances, ça peut être des photos, ça peut être se mobiliser pour une œuvre caritative, c'est hyper porteur pour le sentiment d'appartenance. Et au boulot, ça peut être tout ce qui est team building, c'est étudié évidemment, ça augmente la cohésion de groupe et donc l'ambiance, le bien-être au travail, l'estime de soi de chacun, donc voilà, faire des projets en groupe où on s'amuse, où on rigole, où on partage un projet commun, des valeurs communes, où on met tous notre énergie dans la même direction, c'est hyper bon pour l'estime de soi et de réussir quelque chose. Donc, ensemble, ça c'est vraiment... Mais l'école, alors, est aussi un bon terrain pour développer ce sentiment d'appartenance. On peut... Oui, si c'est exploité de ce côté-là. Parce que si on manage sa classe quelque part en encourageant la compétition, avec un meilleur de la classe, un moins bon de la classe, là, on est un petit peu à côté de la plaque. Par contre, se mettre des défis, par exemple, chaque jour pour la classe. Donc aujourd'hui, notre défi, c'est, d'avoir la plus belle écriture possible. On met toute notre énergie pour avoir une écriture de compète, ou on met toute notre énergie pour réussir l'étape de multiplication, ou que sais-je, de se lancer des petits challenges comme ça, tous ensemble. Et chacun fait du mieux qu'il peut avec qui il est. C'est évidemment important que de ne pas se dire le dyscalculique qui ne connaît pas cette étape de multiplication. Mais oui, comment il va se sentir, celui-là? Alors, si évidemment on le dénigre devant toute la classe, ça va être hyper abaissant. Donc, on peut soit lui donner un défi qui est à sa portée, évidemment. Si on sait que la table de 2, tout le monde le connaît, et lui aussi, évidemment, ça va être porteur. Sinon, on peut individualiser aussi des défis. On peut donner des défis à chacun qui sont à leur niveau. C'est ça. Comme ça, chacun gagne des points, par exemple, pour la classe. Et on essaye d'avoir le plus de points possible aujourd'hui, plus de points qu'hier, mais c'est l'ensemble de la classe qui fait son propre défi. Et donc là, ça, c'est vraiment super porteur. Et alors, les classes vertes?
Les glaces vertes, Hein, tu génial. partais de team building, Bah ouais. j'ai tout de suite pensé les glaces vertes. Évidemment, super génial. Ouais. Ah, tout à fait. Avoir un animal de la classe dont on s'occupe, super bon pour le sentiment C'est ça. d'appartenance aussi. Ouais. Donc, si l'école fait ce qu'il faut, ils le font, hein, on Ouais, connaît ouais, des bien tas sûr. de professeurs extraordinaires, mhm. il y a vraiment moyen de développer ce sentiment d'appartenance Tout pour à les fait. enfants à l'école. Et on a un exemple sur notre chaîne YouTube de Madame Jennifer qui fait une classe Harry Potter. Ah oui. Et là, vous pouvez voir, c'est extraordinaire au niveau du sentiment d'appartenance qu'elle fait. Parce qu'évidemment, plus les élèves progressent, plus ils gagnent des points pour chacune de leurs équipes et plus ils peuvent progresser au sein de... Les jeux d'équipe, alors, sont aussi des bons moyens Tout à de... fait. Voilà. Tout à fait. Je pense aussi au scoutisme. Oui, Hein? génial. Moi, j'ai fait du scoutisme, j'avais ma cisaine, ma patrouille, on avait un grand sentiment... Tout à fait. Oui, Baden-Powell est aussi un peu Voilà. un grand initiateur du sentiment d'appartenance. Ouais. Donc ça, au Un niveau club de sport. Oui, vraiment tout ce qui est club, tout ce qui est groupe avec une énergie qui va dans le même sens, ça favorise le sentiment d'appartenance. Donc si on se sent en sécurité, qu'on se sent appartenir à un groupe, là on est déjà bien parti dans la vie. Bon, et donc d'où l'importance aussi de lutter contre le harcèlement, oui, j'allais dire, oui. de pouvoir permettre aux victimes de pouvoir s'affirmer, de pouvoir les prendre en charge et surtout pas de faire de déni dans ces moments-là parce que ça abîme tout le monde. Oui. La sécurité de la classe parce que voilà, si un enfant peut se faire harceler dans la classe, ça veut dire que moi aussi, je peux me faire harceler dans la classe. Pour l'enfant victime, voilà, il est insécurisé à fond. Et pour l'agresseur, c'est extrêmement insécurisant aussi d'avoir le pouvoir de faire ça dans un groupe. Donc en fait, ça fout en l'air tout le monde. Avoir 10 ans, j'ai 10 ans et j'ai le pouvoir. C'est terrible, en fait. C'est terrible. Ouais. C'est terriblement insécurisant. C'est terrible pour l'estime de soi. Et quelque part, il est une victime aussi. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment hyper important de prendre en charge le harcèlement. Et comme c'est un gros sujet, je pense qu'on pourrait faire un podcast sur ce... prévu. Hein, voilà. Tout à fait. Parce que là, on va pas... Il y a d'autres choses à dire sur l'estime de soi, mais en effet, c'est un sujet très important. Oui. Donc voilà, donc ça c'est gérer la base. Et puis on arrive au sentiment de compétence. Le sentiment de compétence, c'est en général la première chose à laquelle on pense dans l'estime de soi, c'est le fait de réussir des choses. D'encourager, c'est bien, vas-y gamin. T'as réussi, exactement, tout à fait. Hein. Et c'est évidemment très important, mais si on ne se sent pas en sécurité ni appartenir à un groupe, en fait... Voilà, ça suffit pas. C'est ça. Et puis moi j'ai envie de dire que parfois on pense que c'est bien de dire à l'enfant c'est bien, oh montre-moi, c'est bien ce que tu as fait. Mais en fait, je pense que c'est encore mieux d'amener l'enfant à dire lui-même qu'il est content de ce qu'il a fait. Hein, donc si par exemple un enfant vient me montrer son dessin et me dit « Ah Stéphanie, regarde, qu'est-ce que tu penses de mon dessin ?» Eh bien c'est plus porteur de lui demander « Mais toi, que penses-tu de ton dessin ?» plutôt que de moi lui dire « Bravo, tu as fait un beau dessin ». Parce que sinon, en fait, l'enfant finit par avoir tout le temps besoin du regard de l'adulte, du regard satisfait de l'adulte pour avancer. Alors qu'il faut vraiment aller semer des petites graines à l'intérieur d'eux pour qu'ils soient fiers par eux-mêmes. Tout à fait. Et là, tu sèmes l'autonomie, qui est un ingrédient essentiel dans la vie. C'est ça. En fait, un enfant autonome qui est capable de mener sa barque tout seul, de pouvoir se dire « j'ai envie de faire ça, je mets les moyens pour y arriver, j'ai besoin de personne pour le faire eh bien ça, c'est hyper constructif. Donc, en effet, avoir 10 sur 10 à la dictée, ça va l'aider, hein. Mais voilà, pour moi, ça n'est qu'un petit grain de sable, finalement, de l'estime de soi. Mais pouvoir arriver à ce qu'il se sente capable de faire ses propres projets, de développer ce qu'on appelle l'autodétermination, pour moi, c'est bien plus puissant qu'un 10 sur 10. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour ça ? Alors, on peut déjà lui faire expérimenter des choses pour savoir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Oui. Et alors, on peut lui dire, est-ce qu'il y a des défis que tu as envie de te lancer ? En fait, le mettre au défi, qu'ils soient évidemment des défis justes, on ne va pas lui mettre des défis super violents, mais des défis qui sont à sa portée. Et il n'y a rien à faire, l'être humain est programmé pour aimer ça. Pour aimer les défis, pour aimer réussir un défi. Je pense que ça... rien à faire, ça sécrète cette petite adrénaline. C'est très valorisant. Hein, ça valorise. Et quand on a réussi une fois, qu'est-ce qu'on fait ? On a envie de recommencer. Évidemment, plus difficile. Voilà, et donc ça, sans que ça soit évidemment une pression malsaine. Parce que, je veux dire, on peut aussi dériver dans un truc où l'enfant est en compétition tous les jours de la semaine. C'est pas du tout le but. Le but, ça peut être, et un défi, ça doit pas non plus être un truc
qui est annoncé dans les journaux, quoi. Hein. Je veux dire, faire un défi, ça peut être préparer le repas pour toute la famille le soir, s'il aime cuisiner. Enfin, ça peut être quelque chose de très simple, qui ne coûte pas d'argent, pas d'énergie, pas des heures de soutien en mode coach sportif des parents. Un défi, il faut vraiment voir ça en mode constructif et construction de l'estime de soi, développement de compétences, prise de conscience de ses forces. Et après le défi, ce qui va être intéressant de dire, si tu as fait un repas pour toute la famille, tu as été vachement organisé, tu as pu suivre une recette, tu as même été un peu créatif, parce que tu t'es dit que... Être précis dans ce qu'on va souligner comme bien fait, bien préciser les gestes, les actions, les paroles qui ont été... et qu'on peut mettre en avant. Plutôt que de dire c'était super, c'était super, oui. Ouais. Alors, et là, c'est vrai que l'enfant va prendre conscience des forces qu'il a, et parfois même les utiliser dans des domaines autres que la cuisine. Parce que s'il a été précis, peut-être qu'il sera bon en géométrie, peut-être qu'il sera bon en escalade, peut-être qu'il sera bon dans d'autres domaines autres que la cuisine, parce qu'il s'est dit, oui, c'est vrai, en fait, je suis consciencieux, je suis précis, et donc je peux utiliser ces compétences dans autre chose. C'est ça, parce que ça me fait penser, hein, moi, j'ai beaucoup de petits patients parfois qui arrivent chez moi et puis qui sont tout fiers parce qu'ils me disent « Oh Stéphanie, j'ai eu un bon point à l'école. » Et quand on leur demande « Bon, super, et t'as fait quoi pour avoir un bon point ?»« J'ai été sage. »« Bon, super, mais t'as fait quoi ?»« Mais j'ai été sage. » Bon, ok, et quoi? C'était à la récré? C'était en classe? C'était à la récré. Bon, mais t'as fait quoi à la récré? Mais j'étais sage. Et en fait, l'enfant ne sait pas pourquoi il a eu ce bon point, donc il ne va pas pouvoir le reproduire. Exactement. Voilà, donc bien préciser, chapeau, tu as été consciencieux, tu as été organisé, tu as mis la table dans l'ordre, tu as réussi à faire une recette difficile, que sais-je. Tout à fait. Et je dirais, si un enfant est scolaire, évidemment, on peut exploiter le terreau scolaire pour lui faire prendre ses consciences de ses qualités. Si l'enfant n'est pas scolaire, surtout découvrir en dehors de l'école quelles sont ses forces. Hein. J'aime beaucoup la métaphore de l'usine de chocolat. Hein. Si le patron de l'usine de chocolat Côte d'Or fait le bilan de son année et il se rend compte que le chocolat aux noisettes cartonne. Tout le monde achète du chocolat aux noisettes, les ventes explosent. Je comprends, j'adore. Truc de dingue. Et puis le chocolat aux bananes, ma foi, c'est moins bien, quoi. Les gens n'en achètent pas tellement. Il y en a un peu qui en achètent, mais très peu. À ton avis, Stéphanie, quelle va être sa stratégie commerciale pour l'année qui vient? Écoute, à mon avis, le chocolat aux bananes, il va laisser tomber. Je ne vois pas pourquoi il mettrait plein d'énergie pour un truc qui ne marche pas. Par contre, il va développer encore plus le chocolat aux noisettes. Voilà, exactement. L'individu, l'être humain, c'est ça. C'est vraiment ça le mode d'emploi d'un individu. C'est de te dire, ok, tes forces, c'est ton chocolat aux noisettes, on va le booster au max. Donc, si tu aimes la chorale, tu vas chanter. Si tu aimes le violon, on va faire du violon. Si tu aimes faire de l'athlétisme, on va faire de l'athlétisme. Si tu aimes le français, on va faire le français. Si tu aimes la mathématique, on va faire le français. Et le chocolat aux bananes, on va pas le laisser complètement tomber, mais on va surtout pas s'épuiser à aller 4 fois par semaine, faire de la rééducation, bosser la dictée, des heures et des heures. En fait, c'est ultra violent de faire ça et c'est contre-productif parce qu'en plus, ça ne marche pas. C'est ça. Tandis que si son usine marche bien, son chocolat noisette marche bien, bingo, l'enfant, l'ado, l'adulte va au bout du monde parce qu'en fait, le chocolat noisette, c'est anecdotique au final. Le chocolat aux noisettes marche tellement bien que l'usine fonctionne. Donc, booster, trouver quel est le chocolat aux noisettes des enfants et le développer. Exactement, c'est vraiment ça. Enfants, ados, adultes. Parce qu'il y a des adultes qui n'ont toujours pas trouvé J'allais leur chocolat. J'allais dire, qu'est-ce qu'on fait avec ces adultes qui, eux aussi, ont tout le temps besoin de l'approbation du patron, du conjoint, de la sœur, de la copine, qui ont du mal à avoir confiance en eux, à aller vraiment... Ils ont encore ce petit travail qu'ils n'ont peut-être pas fait pendant l'enfance, parce que ce sont des enfants qui se sont suradaptés, comme dit Thomas Dansbourg, hein, qui sont rentrés dans la case et qui n'ont pas pris, parce que ils voulaient être aimés, hein, c'est pas du tout un problème quelque part, c'est même très humain de faire ça. Mais donc là aujourd'hui, on peut imaginer, en tout cas je leur souhaite, d'avoir envie de sortir de cette case et d'aller explorer en fait leur potentiel. Et donc ça peut se faire de manière assez sécure, j'ai envie de dire, dans la société où on est quand même beaucoup protégé, en Belgique en tout cas, en Europe je dirais même, si je peux même abuser. Je pense qu'en Amérique du Nord aussi ça va assez bien. En tout cas, explorer son potentiel. Et puis de toute façon, explorer son potentiel, c'est pas dangereux. Et ça veut dire quoi concrètement? Aller essayer des choses qu'on n'a jamais essayées? Exactement.
Ça peut être ça. Ça Oui. peut être rencontrer des gens qui font un métier qui nous intéresse. Ça peut être se dire, ah bah tiens, je vais faire des cours de cuisine en soirée, en fait. Ça, c'est pas très dangereux en soi. Non. Hein. Et de se rendre compte, en fait, qu'on adore ça, qu'on Mhm. tripe. Donc de nouveau trouver sa voie, ce qu'on aime. Mais voilà, en testant. En Mhm. testant, en allant voir. Quand on écoute une émission de radio, on se dit, oh purée, ça m'intéresse, j'ai envie de découvrir. Allez découvrir, quoi. Vraiment, partez à l'exploration de la vie. C'est passionnant et elle est courte. Donc, Mhm. si on n'a pas encore trouvé notre chocolat aux noisettes à l'âge adulte, voilà, il faut vite le trouver. Ouais, il faut parce le trouver. que, ouais. Et alors ceux qui ont parce qu'il y a des gens qui savent ce qu'ils aiment, mais qui manquent quand même cruellement de confiance en eux. Alors moi, j'ai envie de dire que pour oser se lancer, parfois on croit que pour oser se lancer, il faut être sûr de réussir. Allez, c'est une grave erreur. En fait, on arrive à se lancer uniquement si on a confiance que si on se plante, on arrivera à le supporter. Et je pense que ceux qui ont confiance en eux, en fait, c'est ça. Ils n'ont pas confiance qu'ils vont tout réussir. C'est Au vrai. contraire, ils savent qu'ils sont vulnérables, mais ils ont confiance dans leur capacité à rebondir devant la difficulté. Ils ont confiance dans leur débrouillardise, dans le fait qu'ils sont bien entourés, qu'ils ont des ressources autour d'eux ou en eux. Et donc, on s'engage. Je crois que personne ne s'engage en se disant je suis le meilleur, je vais y arriver. Au contraire, on s'engage en se disant je suis vulnérable, mais je connais mes faiblesses. Et si je suis devant un précipice, je saurai ce qu'il faut. J'ai confiance dans mes capacités pour. Oui. Et tu arrives vraiment très bien au 4e axe qui est la connaissance de soi. Voilà. Et dans la connaissance de soi, je trouve qu'il y a oser être vulnérable. Être vulnérable n'est pas épouvantable. Tout le monde l'est. N'est pas une gêne, n'est pas honteux. En fait, on peut, face aux épreuves de la vie, se sentir vulnérable, avoir besoin d'aide. Et c'est extrêmement valorisant pour les autres, en fait. Il faut pouvoir se dire que quand on est vulnérable, déjà, on rassure tout le monde. Donc ça, c'est quand même déjà un bon point. Ah, elle aussi, elle est dans la merde. Ah ben, franchement. Ah bon, ok. Plantez-vous, ça m'aidera. Voilà. Alors, il ne faut pas se nourrir de ça, évidemment, mais je pense que c'est vraiment important de pouvoir se dire, bah oui, moi aussi, je foire, moi aussi, je crie sur mes enfants, moi aussi, parfois, je m'énerve pour rien, moi aussi, parfois, je pleure pour une broutille, moi aussi, Accepter ses je faiblesses. suis bordélique et vraiment les accepter, les assumer. Je pense que c'est vraiment super important. Et en fait, plus on les aime, nos faiblesses, moins elles sont dérangeantes, en fait. C'est ça. Et je crois qu'il faut vraiment embrasser ça. Et donc ça, c'est donc dans le 4e axe qui est la connaissance de soi. Il y a la prise de connaissance de nos forces, et on en a déjà parlé, mais il y a aussi le fait d'assumer ses faiblesses, de se dire, ben voilà, je ne suis pas toute puissante, je suis pas... Puisque les faiblesses peuvent pas parfois être des forces. Ah si. Moi, en tout cas, je trouve qu'en fait, plus on les aime, plus en fait, elles deviennent au final des forces. Donc, c'est ça qui est assez magique. Ouais. Je trouve que, voilà, moi, par exemple, je suis très impatiente. Le fait d'être impatiente me permet d'avancer dans mes projets, de ne pas perdre de temps, de se dire, bon, voilà, allez, go, on y va. Et ça, je trouve que c'est, pour moi, en tout cas, je m'en sers de cette manière-là. Alors, voilà, ça reste parfois embêtant à certains moments, mais bon, la vie n'est pas parfaite et c'est pas l'objectif que la vie soit parfaite non plus. C'est ça. Bon, donc si on résume, l'estime de soi dépend, premièrement, d'un bon sentiment de sécurité. Ensuite, d'un bon sentiment d'appartenance. Enfin, d'un bon sentiment de compétence. Et pour terminer, d'un bon sentiment de connaissance de soi, d'identification. Bien se connaître. Ouais, d'identité, c'est le mot que je cherchais. Ouais, tout voilà. à fait. Alors, quand on a tout ça... quand on a tout ça, on a une bonne estime de soi. Et ça permet quoi? Ça permet déjà de se sentir apaisé, parce que si on se sent en sécurité, on est apaisé face à l'environnement dans lequel on se trouve. Ça permet d'être aimé, parce que si on a un sentiment d'appartenance, on se sent aimé, et ça, c'est quand même la nourriture de l'être humain, de pouvoir se sentir aimé, apprécié par autrui. C'est quand même un bon engrais pour grandir, quel que soit notre âge. Ça permet de se réaliser. Donc, si je me sens compétent, que je me dis, je me lance dans une activité professionnelle qui m'éclate. Je pense à un graphiste que j'ai rencontré à cours de cuisine qui m'a dit j'ai tout laissé tomber le graphisme parce que je me suis rendu compte à la naissance de mon premier enfant que j'adorais faire du pain.
Et donc, en fait, mais c'est génial, en fait, c'est trop bien, c'est trop bien, des histoires comme ça, moi j'adore ça, quoi. Je me dis, mais waouh, quoi, il a trouvé son chocolat noisette et il a eu le courage de tout lâcher et de se dire, et ça marche, donc c'est ça qui est génial. Donc vraiment de se dire, et qu'il n'y a pas de sous-métier, que vraiment les métiers parfois techniques et manuels sont vraiment relégués aux oubliettes, parce qu'ils ne sont pas valorisés, or ce sont des métiers, mais fantastiques, quoi. Franchement, moi l'intelligence pratique en ce moment, c'est ce que j'admire le plus, parce que c'est ce que j'ai sans doute le moins appris dans ma vie. Parce que je suis une fille, probablement, parce que voilà, j'ai fait des études générales et d'université. Donc, en fait, je n'ai pas eu accès à ça. Or, c'est extrêmement utile et nécessaire au quotidien. Donc voilà, vraiment, il ne faut rien jeter à la poubelle. Tous les métiers sont intelligents, tous les centres d'intérêt sont valables. Donc, se réaliser, peu importe ce que la société impose, vraiment, il faut que ça vibre chez vous. Et si ça vibre chez vous, c'est que c'est juste. Et alors, si on se connaît bien, on va choisir des chemins de vie qui nous ressemblent. C'est ça. Et alors, pour clôturer, j'ai envie de parler d'une image, ou te demander de parler d'une image. C'est l'image de l'arbre. De l'arbre. L'arbre de besoin ? Non, de briller comme un... Ah, d'oser être magnifique. Oser être magnifique, voilà. Oui, ça c'est une image que nous devons à Armella, qu'on aime beaucoup, une petite fée que vous pouvez aller découvrir sur son site Conscience Quantique. Oser être magnifique, je trouve que c'est une métaphore qui est assez extraordinaire. Armella, quand on l'a rencontrée, faut quand même se dire qu'Armella, moi, quand j'ai lu ses BD, je me suis dit ça doit être quelqu'un de super charismatique, imposant, qui voilà. Pas du tout. Je me suis dit, et en fait, c'est pas qu'elle n'est pas charismatique, elle l'est. Mais c'est comme une petite fée, toute discrète. Oui. Mais voilà, qui en a évidemment dans le ventre. Et alors, elle me dit, moi, quand j'ai grandi, on m'a dit, il faut que tu sois humble. Alors, je me suis toujours fait la plus petite possible parce que je ne voulais pas déranger, je voulais être humble. Et puis un jour, j'ai fait un stage de permaculture dans le sud de la France et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit que comme en fait la nature, les êtres humains devaient oser être magnifiques. Parce qu'en fait, le pommier... s'il se fait tout petit, qu'il essaye de pas déranger, qu'il se recrapote, en fait, ces pommes, elles vont être mauvaises, quoi. Enfin, elles vont être toutes petites, toutes nulles, en fait. Oui. Et donc... il en aura très peu. Voilà. Et puis, elles seront toutes séchées. Oui. Et puis, voilà, personne ne voudra de lui. Non. Et en fait, ce ne sera pas un arbre qui occupe sa juste place dans la permaculture. Ce serait dommage. Dans lequel il grandit. Et en fait, elle a fait la transposition, en effet, au niveau des humains. Si les humains osent être magnifiques, osent en fait déployer leur force tout en embrassant leurs faiblesses, parce que dans un arbre, il a des irrégularités aussi, et c'est ça qui fait qu'il est beau, en fait. C'est ça que les enfants aiment grimper dans les arbres qui ont des irrégularités. Mais évidemment, c'est génial. Et donc, en fait, si on ose être magnifique, si on ose être nous-mêmes en fait à 100% et se déployer, eh bien, à ce moment-là, en fait, l'univers va bien tourner, quoi. Voilà. Et donc, et c'est quelque part, alors sans mettre de pression, hein, mais je pense que si tout le monde ose être magnifique, je pense que l'univers sera magnifique. Voilà. Eh bien, c'est une belle parole pour terminer. Voilà. Merci Valentine. De rien. Merci Stéphanie. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous avez aimé ce podcast, merci d'en parler autour de vous. Et de nous mettre 5 étoiles et un commentaire sympa sur votre plateforme d'écoute. À bientôt.